Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Tony arriva juste après 6 heures du matin, à l'instant précis où les lampadaires s'éteignaient, comme s'il cédait la place à un nouveau chapitre. Son vieux camping-car grinça dans l'allée avec un sifflement obstiné, comme s'il avait quelque chose à prouver. La rosée perlait aux vitres latérales, et une bosse que je ne lui connaissais pas marquait désormais le pare-choc. Je me tenais près de la porte d'entrée, mon sac de sport à la main, tentant d'ignorer cette boule dans ma gorge. Ce n'était pas le départ en soi qui me troublait. C'étaient l'étreinte de Lara, raide, mesurée, presque absente comme si elle se retenait, ou peut-être qu'elle avait déjà tourné la page. « Amuse-toi bien avec le poisson », dit-elle en effleurant ma joue de ses lèvres. Je serai principalement hors réseau, ai-je murmuré. Je savais pourtant très bien que Tony avait transformé son camping-car en une capsule spatiale. Essaie de ne rien casser, souffla-t-elle, mi-sourire aux lèvres, mi-autre chose que je ne parvenais pas à nommer. Tony klaxonna doucement. « Allez, Roméo. Je veux arriver au lodge avant la nuit. » Je ne me retournai pas en sortant. Je ne voulais pas voir son visage pendant qu'elle refermait la porte. Je balançai mon sac dans le camping-car et montai à bord. Tony me tendit une canette de cidre, comme il le faisait chaque deuxième samedi du mois, le petit déjeuner des champions. « C'est un peu tôt, non ?» Il sourit. « Pas pour ce à quoi on échappe. » L'intérieur du camping-car sentait le cuir, le café, et une pointe de chaussettes de sport oubliées. Nous avons quitté le quartier, longeant les haies que je taillais chaque dimanche, passant devant la boîte aux lettres que j'avais repeinte l'été dernier. C'était chez moi. Mais plus vraiment. Plus maintenant. Alors, fit Tony en ajustant sa console GPS solaire comme s'il pilotait l'entreprise. Nouveau panneau solaire, vérifié. Liaison à distance interstellaire, vérifié. Onduleur de secours, ok. Là-bas, on est des dieux. J'ai dit à Lara qu'on serait hors réseau, dis-je en observant la route. Bien sûr qu'on le sera, répondit-il en tapotant son ordinateur portable. Sauf en cas d'urgence, ou pour du divertissement. Au bout de 3 heures, on s'est arrêté faire le plein. J'ai appelé Lara depuis l'extérieur du camping-car. Juste pour une petite conversation. Elle m'a dit qu'elle ferait la lessive, peut-être irait voir un film. J'ai tendu l'oreille. Aucun bruit derrière elle. Cela ne voulait sans doute rien dire, mais mon estomac s'est noué malgré tout. Lorsque nous avons enfin atteint l'ancien vignoble, la famille de Tony l'avait transformé en un pavillon perdu en pleine nature. Le soleil, bas sur l'horizon, déversait de l'or sur les rangées de vignes nues. Tony gara le camping-car à côté de la vieille grange et de la maison roulotte, puis me lança un sourire. Bienvenue dans la paix. Ce soir-là, on s'installa dehors sur des chaises pliantes, une canette de cidre à la main, des saucisses grillées sur les genoux. On regardait les vieux combats d'un marchand errant sur l'ordinateur portable de Tony. Et puis, c'est arrivé. Tony s'était figé au milieu d'une gorgée, le regard cloué à l'écran de son ordinateur. Une notification rouge clignotante venait d'y apparaître, incongrue et intrusive dans cette paix fraîchement proclamée. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, la voix un peu râpeuse. Il poussa un soupir las. « Tu avais dit pas d'écran, je sais. Mais ça, c'est apparu sur mon moniteur de forum. J'ai rien cliqué. C'est juste arrivé. » Quel forum ? Il hésita, comme s'il cherchait les mots les moins compromettants, puis fit pivoter l'écran vers moi. Un site de rencontre réservé aux adultes. Je plissai les yeux. Une page de profil s'affichait. Pseudonyme, douce belle-mère de campagne, 47 ans. Et la photo, c'était Lara. Aucun doute possible. Ses cheveux, sa robe la rouge que je lui avais offerte pour la dernière Saint-Valentin. Elle était inclinée d'une manière presque théâtrale, les hanches décalées, le sourire tendu, trop familier, trop intime. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je soufflé, la voix déserte. Tony ne répondit pas. Il fit simplement défiler la page. Les mots défilaient aussi, comme des aiguilles. Jeu de rôle tabou. Discret. Mais un mot, un seul, me fit tressaillir. Aventure de la figure paternelle. Je cessai de respirer. Le monde n'a pas explosé.
Il ne s'est pas écroulé. Il est devenu silencieux. Et dans ce silence, j'ai compris que quelque chose venait de se briser. Ce n'était pas la douleur aiguë de la trahison. C'était plus insidieux, comme une fissure lente mais définitive dans un mur qu'on croyait porteur. Je fixais l'écran comme on fixe un fantôme. Un fantôme qui connaissait tous mes secrets. Tony ne disait rien. Il me laissa cet espace nécessaire, cet espace que seul un ami véritable s'est donné. Il se pencha doucement vers le petit réfrigérateur, en sortit une autre canette de cidre, la posa près de moi sans un mot. J'ai cliqué. La photo suivante montrait Lara assise sur le bord d'un lit inconnu, un verre de vin à la main. Toujours la même robe. Ses cheveux, bouclés comme elle ne les coiffait que pour nos dîners en amoureux. Et ce sourire, quoi, mystérieux, le genre qu'elle ne réservait qu'à moi. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai continué à faire défiler. Le texte du profil m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, à la recherche d'une énergie mature et dominante. Les types de figures paternelles sont préférés. 1,83 m et plus. Épaules larges. Patient mais dominant. Pas de conditions, pas de jugement. Faisons des fantasmes une réalité. Je mesure 1,85 m, j'ai les épaules larges. Et cette phrase « patient mais dominant » c'était exactement ce que Lara me murmurait les soirs où elle se laissait aller, les soirs où elle riait en s'agrippant à moi comme à une évidence. Et maintenant, elle en cherchait une version de rechange. Des copies de moi. Comme si j'étais un produit défectueux. Remplaçable. Jésus, ai-je murmuré. À côté de moi, Tony remua sur son siège, mal à l'aise. Il ne voulait pas être celui qui enfonce le couteau, mais il savait que le silence serait pire. Il y a plus, dit-il à contre-cœur. Je ne voulais pas entendre ça. Mon cœur battait à la gorge, déjà tordu, griffé. Et pourtant, j'ai hoché la tête. Parce qu'à ce stade, je préférais savoir. Tony ouvrit un deuxième onglet. Fils de discussion. Les mots s'affichaient, ligne après ligne, avec une clarté presque cruelle. C'étaient des conversations privées, normalement invisibles, mais Tony, fidèle à ses lubies numériques, avait un logiciel qui traquait les alertes croisées sur les forums publics. Et apparemment, une faille avait laissé s'échapper l'un de ces échanges, tombé dans l'œil d'un algorithme curieux. Les messages s'égrenaient, accompagnés d'au moins 5 pseudonymes différents. Le plus récent remontait à 3 nuits plus tôt. 3 nuits ? J'étais encore chez moi, en train de plier mes affaires, les bras pleins de chemises et d'anticipation. Je me souvenais encore du baiser léger qu'elle m'avait laissé avant de monter se coucher. Et là, en lettres pâles, les mots de Lara, il part demain. Même heure que la semaine dernière. Ramène encore les lunettes clin d'œil point. J'ai avalé ma salive de travers. La semaine dernière ? Qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière ? Je revoyais nos journées, chaque recoin de mémoire passait à la loupe. Et puis, un autre fil apparut. Utilisateur inconnu, tu es sûr qu'il ne le découvrira pas ? Lara, il n'a aucune idée. Il ne demande jamais. Il ne vérifie jamais. Il croit toujours que je m'ennuie à la maison. Elle riait. Avec eux. De moi. Tous deux. Des inconnus, dont les visages m'étaient aussi flous que leurs intentions étaient claires. Des hommes, glissés entre nos draps, dans notre cuisine, dans mon espace. Dans ma vie. Et elle, complice silencieuse, souriait pendant que je lui tendais des serviettes propres et que je l'embrassais en lui demandant si elle voulait un thé. Elle fait ça depuis des mois. Ai-je murmuré en lisant un autre échange. Une certitude froide, comme une lame glissée doucement sous la peau. Tony ne disait rien. Il fixait le feu du camp comme si les flammes allaient lui offrir une issue, ou au moins un sens à tout ça. Mes mains étaient gelées. Mon front trempé. Et ce n'était même pas pour l'argent. Elle ne les faisait pas payer. Non, murmura Tony, sans relever les yeux. Alors c'est pour le plaisir, soufflai-je. Pour le fun. Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Ce silence confirmait ce que je n'aurais jamais voulu entendre. Mais je n'ai pas pu m'arrêter. Mes doigts agissaient seuls. Un autre message s'afficha, avec un horodatage. Le jour même où je l'avais emmené au marché des producteurs, son endroit préféré. Je nous revoyais, elle souriante, moi lui tenant un café glacé. Et pendant que je la regardais choisir des pêches, elle échangeait avec un homme nommé Big Step Daddy.
Le message contenait même une plaisanterie sur le fait de cacher la robe rouge dans la buanderie pour que je ne la voie pas. J'ai senti mes jambes céder. Je me suis assis. Tu es parti pour mes poumons, dis-je à voix basse. J'ai besoin de savoir si elle est sérieuse. Si c'est juste un jeu stupide en ligne aussi, elle va vraiment le faire. Tony hocha lentement la tête. Une idée germait déjà dans ses yeux. Alors on crée un profil leur, dit-il. Quoi? On utilise ta photo. Enfin, une version de toi. Tu corresponds à la description qu'elle recherche. On se fait passer pour un inconnu. Si elle mord à l'hameçon, on saura. On saura vraiment ce qu'elle cherche. Je le fixais, tremblant. Le feu projetait des ombres sur son visage, mais ce que je voyais, c'était la froide logique de son plan. Celle d'un homme qui voulait aider sans poser de questions, parce qu'il savait que les réponses allaient faire mal de toute façon. Tu es sûr de ça? Soufflai-je. Il me regarda droit dans les yeux. Non. Il marqua une pause. Mais toi, tu dois l'être. Il n'a pas hésité. Tu as besoin de la vérité, Rob. C'est la seule façon de l'obtenir. Et que Dieu m'aide, j'ai hoché la tête. Le lendemain, à l'aube, nous avons quitté le vignoble. Pas de pêche, pas d'histoire autour du feu, juste le silence, entrecoupé du léger claquement des jointures de Tony contre le volant. L'ambiance était étouffante, comme suspendue. Je n'avais pas dormi de la nuit. Je m'étais contenté de fixer le plafond du camping-car, les yeux grands ouverts, ruminant ces messages encore et encore, chaque mot tournant dans ma tête comme une lame lente, douloureuse. Quand nous sommes enfin arrivés près de la ville, Tony a garé le camping-car à 4 pâtés de maison de chez moi. Nous nous sommes cachés derrière une vieille laverie automatique, dont le panneau clignotant ne fonctionnait plus que par spasme maladroit. De là, nous avions une ligne de vue dégagée sur ma rue. Tony coupa le moteur. « Tu es prêt ?»« Pas vraiment, » murmurai-je en attrapant mon sac. Mais ce n'était pas la première fois que je faisais quelque chose sans être prêt. Et ce ne serait pas la dernière. Il me tendit une petite boîte. À l'intérieur, 2 minuscules caméras, des capteurs de mouvement, et un rouleau de ruban adhésif noir. Commence par la chambre et la pièce de vie principale. Si elle amène quelqu'un, tu le sauras. J'ai hoché la tête. Mon cœur battait à tout rompre, sourd et furieux. L'allée derrière la maison était encore plongée dans l'ombre, dissimulée par le grand chêne du voisin. J'ai bougé rapidement, conscient que la porte latérale grinçait. Je l'ai contournée. Au lieu de ça, j'ai utilisé la clé de rechange qu'elle pensait avoir dissimulée discrètement dans le bac à fleurs. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je l'avais vu faire. Ma main tremblait quand j'ai inséré la clé. La porte arrière s'est ouverte dans un souffle. La cuisine sentait les agrumes. Une fraîcheur propre, faussement joyeuse. Une illusion bien orchestrée. Un mensonge domestique. Je ne me suis pas attardé. J'ai filé dans le bureau, ouvert le tiroir sécurisé, récupéré mes documents, passeport, déclaration de revenus, les papiers de l'assurance, l'hypothèque. Mon sac à dos avalait tout sans protester. J'ai sorti mon petit stock d'économie d'urgence ou une liasse bien planquée derrière les boîtes de céréales et je l'ai fourré au fond du sac. Puis, j'ai monté les marches, doucement. Notre chambre ressemblait à une mise en scène. Drap tendu, oreiller rebondi, rideau à peine entrouvert pour laisser entrer une lumière douce. Une perfection factice. Il n'y avait aucun indice visible qu'elle avait reçu quelqu'un ici, mais je ne faisais plus confiance aux apparences. J'ai placé la première caméra dans un vase décoratif, posé sur la commode. Inclinaison parfaite, elle couvrait le lit et l'entrée de la pièce. La deuxième, je l'ai glissée entre 2 livres sur l'étagère du salon, une anthologie de poèmes et un roman policier qu'elle n'avait jamais lu. L'angle couvrait le canapé et toute la zone principale. Les détecteurs de mouvement, eux, prirent position comme des sentinelles, l'un près de la porte arrière, l'autre à l'entrée du couloir. Je savais ce que je faisais. Je savais que si elle ouvrait la porte à un homme qui n'était pas moi, je le verrais. Je verrais tout. Je me suis arrêté devant le placard du couloir et je l'ai ouvert. Mes vestes étaient toujours là, pendues à leurs crochets. Mes chaussures soigneusement alignées sur la rangée du bas. Elles ne m'avaient pas encore effacé. Pas totalement. Pas officiellement. De retour dans la cuisine, j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts hésitèrent une seconde, puis tapèrent un message simple, et,
les signaux sont faibles ici. On marche jusqu'à la réception. Je passerai te voir dans quelques jours. Je t'aime. Je l'ai envoyé. Puis j'ai attendu. J'ai regardé l'écran comme s'il allait, par magie, me délivrer un signe. Un mot. Un rien. Mais il ne se passa rien. Pas de réponse. Avant de quitter la maison, j'ai ouvert le réfrigérateur. Des produits frais. Une bouteille de vin entamée. Un seul verre à sécher près de l'évier. Une soirée à une seule personne, en apparence. Je suis sorti en refermant doucement la porte derrière moi, la verrouillant par habitude, comme si cela pouvait encore contenir quelque chose. Puis j'ai couru dans l'allée, traversant l'ombre du grand chêne jusqu'à l'endroit où Tony m'attendait. Il m'a tendu une bouteille d'eau sans un mot. Son regard parlait pour lui. Il attendait que je craque. « Je vais bien, dis-je. »« Non, tu ne le es pas, répondit-il simplement. Nous sommes remontés dans le camping-car. Le moteur s'ébroua doucement, et Tony s'engagea lentement sur la route. « J'ai un gars, dit-il après une minute. Avocat spécialisé en divorce. Intelligent, agressif quand il le faut. Il s'appelle Danabelle. J'en suis pas là, répondis-je. Mais même en le disant, je n'étais pas sûr d'y croire. Tony hocha la tête avec un sérieux tranquille. N'attends pas trop longtemps. Plus tu récoltes maintenant, moins elle pourra les tordre plus tard. Je lui parlerai si on en arrive là. Tu ne le feras pas, dit-il. Et tu ne devrais pas. Pas encore. Laisse-la croire que tout est normal. Ainsi, elle ne se méfiera de rien. Elle ne changera rien. Je me suis renfoncé dans mon siège, regardant les rues défiler à travers la vitre. Ma maison était toujours là, solide, paisible. Et Lara, quelque part derrière ses murs, versait peut-être de l'eau chaude ou faisait défiler un écran, comme si rien n'avait changé. Mais la vérité l'attendait. Tapis, calme et précise, derrière les murs. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je tenais quelque chose de réel. Nous avons passé la nuit à l'extérieur de la ville, garés sur le parking vide d'une vieille quincaillerie abandonnée. Tony avait tout mis en place, les flux vidéo des caméras, les capteurs, les sauvegardes cloud, les alertes. Un système solide, professionnel. Le genre de choses qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un camping-car garé derrière un entrepôt en ruine. Ce type aurait pu bosser pour la CIA, s'il n'avait pas préféré les raisins, les panneaux solaires, et le cidre artisanal. Ce samedi-là, nous étions dehors, assis sur des chaises pliantes. Entre nous, un seau de poulet frit, graisseux et brûlant. Et une bouteille de whisky, que Tony affirmait être strictement médicinale. La première alerte est tombée peu après 15 heures. Mouvement détecté salon. Tony pianota immédiatement, les yeux concentrés. Le flux apparut. Là, sur l'écran, se trouvait Lara. Elle portait son chemisier bleu pâle, celui qu'elle réservait d'ordinaire pour les brunchs du dimanche. Elle marchait nerveusement d'un bout à l'autre de la pièce, jetant un œil par la fenêtre, puis sur son téléphone. Et puis, le coup. La porte s'ouvrit. Un homme entra. Trentaine. Short de sport noir. Sweat à capuche marquée du logo de l'académie militaire. Le pas assuré, détendu. Lara sourit. Ce sourire. Ce fichu sourire. Serré. Séduisant. Celui qu'elle ne m'avait plus offert depuis des années. Elle lui fit un câlin rapide, presque automatique, puis le guida vers le canapé comme si c'était un rituel. Comme si tout avait été répété. Prévu. Et peut-être que ça l'était. Tony avait coupé le son de la vidéo. Et heureusement. Je n'étais pas prêt à entendre sa voix. Ou la sienne. L'homme venait d'entrer. Il s'était affalé sur le canapé comme s'il était chez lui, puis avait retiré ses baskets sans gêne. Lara lui apporta une boisson, posée dans un verre que je reconnaissais. C'était moi qui l'avais acheté, un été, sur un coup de cœur. Puis elle retira son chemisier. Doucement. Naturellement. Je détournai le regard. Rob, dit doucement Tony. Tu dois voir ça. Tu dois être sûr. Mais je l'étais déjà. Depuis longtemps. J'ai regardé malgré moi. Je les ai vus s'embrasser. Je l'ai vu lui poser les mains sur la taille comme s'il la possédait.
Je l'ai vu rire à ce qu'il disait, puis poser la main sur sa poitrine comme si c'était la chose la plus normale au monde. Comme si je n'avais jamais existé. Tony referma le flux. Puis, en silence, versa un autre verre. Nous n'avons pas parlé pendant un long moment. Le vent remuait la bâche du vieux parking, les feuilles raclaient le bitume. Le monde continuait. Pas moi. Ce soir-là, nous avons tout revu. Chaque image. Chaque minute. Durant ce week-end de 3 jours, 3 hommes différents franchirent la porte de la maison. 3 styles. 3 âges. 3 visages. L'un d'eux portait même un sac de voyage, comme s'il comptait rester un moment. Aucun ne dépassa le matin. Et Lara. Elle changeait de tenue à chaque fois. La robe rouge. Un long t-shirt blanc. Le mien. Je le savais parce qu'il portait encore la petite tache de peinture au niveau de la hanche. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Mais à l'intérieur, c'était comme si ma poitrine avait été éventrée, puis remplie de clous, d'un poids brutal et tranchant. Tony posa simplement une main sur mon épaule. « Tu ne l'as pas imaginé, dit-il. Tu n'es pas fou. C'est réel. » « Je sais, ai-je murmuré. Tu dois te protéger maintenant. Je vais le faire. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau compte courant, à mon nom seul. J'y ai transféré la moitié de mes économies. Pas tout, pas encore. Juste assez pour pouvoir respirer si tout explosait. Je ne voulais pas encore pousser le premier domino. Mais j'ai gelé notre carte de crédit commune. J'ai changé les mots de passe de tous mes comptes personnels. J'ai désactivé tout ce qui était relié à notre Wi-Fi. Déconnecté, littéralement et symboliquement. Tony m'a aidé à crypter les sauvegardes des caméras. Les vidéos étaient désormais en sécurité, stockées en double dans des serveurs hors ligne. Il ne disait pas grand-chose. Il n'avait pas besoin. Le lendemain matin, j'ai appelé d'Annabelle. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Une voix vive, précise, tranchante comme une lame de scalpel. Je lui ai expliqué la situation en quelques phrases. Les caméras. Les images. L'infidélité. Avez-vous des preuves visuelles de la même personne, plusieurs fois, demanda-t-elle. Non, ai-je répondu. Plusieurs personnes. Un court silence. Alors vous avez un dossier solide. Si vous êtes prêt à aller de l'avant, je commence les démarches. Nous allons faire ça correctement. Tranquillement. Ouais, ai-je dit. Fais-le. Alors ne rentrez pas chez vous. Pas avant que je vous le dise. J'ai raccroché. Devant moi, l'ordinateur portable fermé. Et dedans, les fragments d'un mariage réduit à une série de visites furtives et de gestes trop répétés. Lara avait transformé notre relation en terrain de jeu. Mais moi, j'en avais assez d'être une salle d'entraînement pour fantasmes usés. Oui, ça faisait mal. Un mal de chien. Mais j'avais la vérité maintenant. Et la preuve qu'elle avait tout détruit de ses propres mains. Lundi matin, tout s'est enclenché. Dana a déposé les premiers documents. Elle a invoqué une faute grave, infidélité, cruauté émotionnelle. Elle a été claire, aucun contact sans passer par son bureau. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était une bataille. Et j'étais prêt. Garder tout propre, tout traçable. C'est ce que Dana avait dit. Vous ne voulez pas lui donner la moindre chose qu'elle pourrait déformer plus tard. Alors on a été prudent. Chaque action comptait. Tony et moi sommes restés dans le camping-car, toujours à la lisière de la ville, assez proche pour réagir si les choses dérapaient, assez loin pour que Lara continue de croire que je pêchais, quelque part entre des ruisseaux et des collines imaginaires. On a entretenu l'illusion. Je lui ai envoyé quelques messages ce jour-là. Rien de trop intense. Juste ce qu'il fallait pour que la fiction tienne debout, pas de réception ce matin. La pêche a été bonne. Je m'enfonce plus loin dans les bois demain. J'espère que tu te reposes un peu. Elle a répondu 5 heures plus tard, tout va bien ici. C'est juste ennuyeux sans toi. Ça m'a retourné l'estomac. Les mots étaient doux, le ton parfait. Mais je connaissais l'autre vérité. La vérité derrière les murs, entre les draps, dans le creux de ses messages. Ce soir-là, on a lancé la 2e opération. Un faux profil, construit méthodiquement sur le même site que celui qu'elle utilisait. Cette fois,
on ne s'est pas contenté de reprendre mon visage. On en a choisi un autre, un type qui me ressemblait assez pour attirer l'œil, même carrure, même sourire. Juste assez d'écho pour qu'elle morde, sans s'en rendre compte. Et elle a mordu. Dans les heures qui ont suivi, une réponse. Elle s'appelait Ellie, cette fois. Elle expliquait que son partenaire habituel était en voyage. Qu'elle avait simplement besoin d'un peu de compagnie. Pour une soirée seulement. Elle a flirté. Plaisanté. Suggéré de se retrouver chez nous. Pas ailleurs. Chez nous. Ça a été le point de bascule. Ce qu'il restait d'espoir fragile, puéril, tenace s'est effondré. Tout ce que je retenais en moi depuis des semaines s'est recroquevillé dans un coin sombre. Le lendemain matin, on a regardé les caméras. Un autre homme est arrivé. Jeune. Début vingtaine. Sweat à capuche militaire, le même que celui du premier. Tony s'est levé d'un bond. On y va. J'ai hésité. On ne fait rien de stupide. Non, dit-il. Juste une discussion. Nous nous sommes garés un pâté de maison plus loin. Et nous avons attendu. Le gars est arrivé avec aisance, comme s'il savait déjà où il allait. Je suis sorti du camping-car juste au moment où il montait les marches du Porsche. Et, dis-je. Ma voix était calme, mais ferme. Tu es là pour voir Lara ? Il se figea. Il balbutia. Elle t'a pas dit qu'elle était mariée, hein ? Ses yeux s'écarquillèrent. Non, je savais pas, mec. Je te jure. Tony sortit de l'ombre. Tu devrais peut-être partir. Rapidement. Le type hocha la tête, recula sans un mot et fila presque en courant jusqu'à sa voiture. On ne le suivit pas. On ne cria pas. Aucune scène. Cette nuit-là, Lara était seule. Pas de visiteurs. Juste elle, et son téléphone. Sans doute à attendre, à espérer, à relancer les hameçons. Puis, vers 22h, une autre voiture s'est arrêtée. Une belle voiture. Un homme d'une quarantaine d'années, costume soigné, chaussures impeccables. Il avait l'air de se rendre à un cocktail, pas à un rendez-vous clandestin. Il a sonné. Lara s'est approchée de la porte. Elle a dit quelque chose que nous n'avons pas pu entendre. Puis, lentement, elle a refermé la porte. Sans le faire entrer. Et l'homme est resté quelques secondes, immobile, avant de tourner les talons. L'homme resta planté là une seconde, le regard dans le vide, un peu confus. Puis il recula lentement et s'éloigna sans un mot. Tony haussa un sourcil. De quoi s'agissait-il ? Elle est secouée, répondis-je. Elle doit croire que j'ai eu un accident ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on veut. Plus tôt dans la journée, on lui avait envoyé un message depuis un faux numéro. Une seule ligne, bien calibrée, Rob a fait une mauvaise chute. Il va bien, mais il est secoué. Ne t'inquiète pas, il t'enverra un message quand il le pourra. Pas de signature. Pas de détails. Juste assez pour semer un doute, une angoisse sourde. Et comme prévu, la caméra l'avait filmé ce soir-là. Elle marchait nerveusement dans le salon, tournant en rond, vérifiant son téléphone, jetant des coups d'œil à la fenêtre. « Tu crois qu'elle commence à paniquer ?» demanda Tony. J'ai hoché la tête. « Bien, ai-je soufflé. Laisse-la paniquer. » Parce que peu importait à quel point ça faisait mal, à quel point tout cela me broyait de l'intérieur, je n'allais pas la laisser écrire la fin de cette histoire. Cette fois, c'était moi qui tenais la plume. Et elle ne savait même pas que l'encre avait déjà séché. Le lendemain matin, les images me livrèrent plus que ce que j'attendais. J'étais assis dans le camping-car pendant que Tony faisait chauffer de l'eau pour le café, le visage encore marqué par la veille. Je regardais la vidéo de la nuit précédente, en boucle. Quelque chose m'avait accroché. Lara. Elle faisait les 100 pas, encore. Mais cette fois, elle paraissait différente. Plus petite dans la pièce. Plus réelle. Enveloppée dans une robe fluide, les cheveux attachés, sans maquillage. Pas la version séduisante, retouchée, qu'elle réservait aux hommes du soir. Non. C'était elle. Crue. Fatiguée. Nerveuse. Et puis elle fit quelque chose qui me figea. Elle commença à prendre des photos. Pas avec son téléphone, elle retirait les photos.
Celles encadrées. Celles sur les étagères, sur les murs. Mais pas toutes. Seulement celles où j'apparaissais. Notre voyage à la plage de Roqueport, mon préféré, celui où elle avait ri toute la nuit après avoir glissé sur une algue. La photo de notre dîner d'anniversaire, celle où j'avais encore la cravate de travers. Même celle où nous étions debout, main dans la main, devant le palais de justice le jour où nous avions acheté la maison. Elle les retira. Une à une. Les plia soigneusement, face contre image, puis les rangea dans le placard du couloir. Comme si elle ne méritait plus d'être visible. Comme si j'étais déjà parti. Elle ne toucha pas la photo avec sa sœur. Ni celle d'elle et de Nora, en randonnée. Seulement moi. Seulement nous. Et elle ne sembla même pas hésiter. Puis, alors qu'elle passait devant la caméra de la chambre, elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet, en sortit son alliance, la fit tourner dans sa main, lentement, pensivement. Et puis, elle la reposa. Ferma le tiroir. Et s'éloigna. Je n'ai pas respiré pendant un long moment. Tony revint avec 2 tasses fumantes. Il me tendit la mienne. Ça va? Elle a enlevé toutes les photos de moi, soufflai-je. Il s'assit à côté de moi, silencieux. Je baissai les yeux. Et elle ne portait pas sa bague. Il fronça les sourcils. Tu veux dire hier soir? Je secouai la tête. Non. Jamais. J'ai tout revu. Toutes les images. Chaque fois qu'un homme entrait, elle ne portait pas sa bague. Pas une seule fois. Tony se frotta le menton, pensif. Symbolique, peut-être? Non, répondis-je, me levant pour marcher dans l'espace exigu. Intentionnel. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas seulement trahi. Elle m'avait effacé. De la maison. De son espace. De son image. Elle avait compartimenté. Tony avait dit un jour, d'un ton calme et tranchant, elle a créé 2 versions d'elle-même. Une avec toi, une pour eux. Et j'avais secoué la tête, pas en désaccord, mais, vidé. Sauf que je ne pense plus être la vraie version, avais-je murmuré. Ce n'était plus une question de mensonge. C'était une question d'identité. D'effacement. D'exclusion volontaire. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un message à Dana, des images la montrent en train de retirer son alliance et toutes les photos de couple lors des visites. Je confirme que cela aide. Elle a répondu quelques minutes plus tard, c'est significatif. Un détachement psychologique clair. Je l'ajouterai à la plainte pour cruauté. Le soir venu, je suis retourné chez moi. Seul. Pas pour espionner. Pas pour affronter. Juste pour récupérer quelques affaires, des documents que j'avais oubliés, 2 ou 3 outils, mes montres, 1 ou 2 lettres. Des morceaux de moi que je ne voulais pas laisser derrière. J'ai repris la même entrée, discrète, silencieuse. Les lumières étaient éteintes. Le silence, total. Dans le salon, les cadres étaient toujours absents. Les murs nus semblaient me regarder avec une indifférence glaciale. Les portes du placard étaient à peine entr'ouvertes, comme si elles n'assumaient pas complètement ce qu'elles contenaient. Je n'ai pas osé les toucher. En montant ranger mes affaires, mon regard s'est arrêté sur la commode. Le tiroir de la table de nuit était encore entr'ouvert. Et à l'intérieur, la bague. Toujours là. Abandonnée. Comme un objet oublié dans une chambre d'hôtel. Je ne l'ai pas prise. Quand je suis retourné au camping-car, je me suis simplement assis, les yeux perdus à travers le pare-brise. Le monde passait dehors, calme et sans importance. Tony n'a rien dit. Il s'est contenté d'être là. Il n'avait pas besoin de mots. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de trahison physique. Il s'agissait d'être effacé de la version de la vie qu'elle voulait vivre. D'avoir été extrait, sectionné, retiré du récit. Et cette vérité, plus que tout le reste, c'était le montage final. Le clap de fin. Sauf que c'est elle qui avait lancé le générique, pas moi. Le mercredi matin, Dana m'a appelé. Pas un message. Pas un mail. Un appel. Direct. Rare. Urgent. Sa voix était différente. Plus lente. Mesurée. Comme si chaque mot qu'elle allait prononcer pesait plus que les précédents. « Rob, tu es seul ?»
Je regardais autour du camping-car. Tony était dehors, en train de parler au téléphone, marchant en cercle lent dans le gravier. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe? Dana marqua un silence. J'ai reçu un appel d'un contact dans la clinique aubergine listée dans les dossiers d'assurance de Lara. Je me suis redressé. Mon estomac s'est contracté. Ok, et... Un élément de son dossier médical est ressorti lors des vérifications préliminaires liées à l'assignation à comparaître. J'ai senti une tension m'envahir, une sorte de vertige sourd. Quel genre de choses? Dana inspira, comme pour préparer le choc. Elle vous a fait tester. Discrètement. Il y a environ 8 mois. Tester? Fertilité masculine. Un blanc. Comme une lame tombée sur du verre. Elle a fait vérifier votre nombre de spermatozoïdes, Rob. Sans votre consentement. Tout s'est figé. Mon souffle s'est arrêté. Le monde entier s'est mis en sourdine. Et dans ce vide soudain, une seule pensée tournait, elle avait commencé à planifier une vie sans moi bien avant que je m'en rende compte. Ça ne peut pas être légal, ça ne l'est pas, répondit Dana. C'est hautement contraire à l'éthique. Mais techniquement, elle ne t'a pas testé toi. Elle a simplement soumis ton nom. Elle a affirmé que c'était une démarche de couple, et ils ont traité un échantillon. Elle a probablement récupéré le kit à la maison. Je me suis laissé tomber sur le banc du camping-car. Le coussin grinça sous moi. Mon corps n'avait plus de poids, seulement du choc. Et le résultat? Revenu à la limite de l'infertilité. Faible motilité. Pas impossible, mais peu probable sans assistance médicale. Je fixais la fenêtre sans la voir. Elle n'avait jamais dit un mot. Elle ne l'aurait jamais dit. Pire encore, reprit Dana, après ce rendez-vous, elle a demandé un bilan hormonal pour elle-même. Puis un examen pelvien. L'objet déclaré, conception. C'était 3 semaines avant notre week-end au lac, n'est-ce pas? Exactement. Elle l'a planifié, dis-je d'une voix plate. Et ce n'est pas tout, ajouta Dana. J'ai croisé les horodatages des vidéos de surveillance. Sa dernière liaison coïncide parfaitement avec ta partie de pêche juste après ce qui aurait été votre fenêtre fertile, si on parle en termes cliniques. J'ai fermé les yeux, me frottant les tempes comme si je pouvais extraire ce que je venais d'entendre. Le monde autour de moi s'était réduit à cette phrase-là. Tu crois qu'elle essayait de tomber enceinte? Dana ne répondit pas tout de suite. Dis-le, soufflai-je. J'ai besoin de l'entendre. Elle essayait de concevoir dans ton dos, Rob, dit-elle doucement. Elle ajustait le timing pour tomber enceinte de quelqu'un d'autre, et faire passer l'enfant pour le tien. Les mots ne m'ont pas frappé comme une claque. Ils sont tombés comme un corps depuis un toit, une longue chute au ralenti, puis un impact soudain, brutal, impossible à absorber. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Dana laissa le silence s'étirer. Elle savait. Elle attendait. Elle savait que je voulais des enfants, ai-je fini par dire. Mais on prenait notre temps. Elle disait toujours un jour. Et maintenant je comprenais. Elle voulait un bébé. Mais pas le mien. Elle avait voulu tromper la biologie. Me tromper, parce qu'elle savait que si je le découvrais, jamais je n'accepterais. Je me levai, arpentant la longueur du camping-car comme un homme qui cherche une sortie dans une pièce sans porte. Elle m'avait dit qu'elle était fatiguée. Qu'elle voulait une année tranquille. Voyager un peu. Qu'on prenne le temps. Qu'on écrive une histoire, pas un calendrier. Dana murmura, presque avec compassion, elle voulait un bébé. Juste, pas avec toi. Je m'appuyai contre le mur. Mes yeux se fermèrent malgré moi. J'ai revu Lara l'été dernier, sur le porche. Son sourire doux. Sa main posée sur ma poitrine comme une promesse. Comme si nous étions en train de construire quelque chose de solide. Mais en vérité, elle écrivait déjà une autre fin. Une fin sans moi. Qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé. Tu déposes une demande de protection juridique complète, dit Dana. Financière. Médicale. Et surtout, paternité. Je vais le formuler dans les documents de divorce. Elle ne pourra enregistrer aucun enfant sous ton nom sans test ADN préalable. Bien. Ma voix était froide. Tranchée. Définitive. Rob, ouais.
Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas répondu. Parce que désolé, c'est pour les accidents. Ce que Lara avait fait, c'était un plan. Et j'avais été la couverture. Le décor. L'alibi. On a fixé l'appel vidéo avec Dana pour jeudi après-midi. Il ne restait plus rien à cacher. Fondre en larmes, ou hurler, ou s'effondrer sur la table. Mais rien ne vint. Juste ce regard figé, incrédule, blessé ou peut-être simplement démasqué. Elle resta là, les mains jointes devant elle, comme si elle cherchait une issue invisible entre les lignes de cette conversation. Dana, toujours droite, ses dossiers parfaitement parallèles à la bordure du bureau, la regarda avec une froideur méthodique. « Nous avons terminé ici, à moins que vous ne souhaitiez contester la plainte ou exiger une audience. » Lara cligna des yeux à plusieurs reprises, comme si elle essayait de reprendre pied, de recoller quelque chose d'effondré. « Non, je ne sais pas. Je dois réfléchir. » « Vous aurez tout le loisir de le faire, » répondit Dana. « Un exemplaire des documents vous sera envoyé aujourd'hui même, avec les termes exacts et les dispositions concernant la garde éventuelle, les finances, la paternité. Et pour mémoire, aucun enregistrement d'enfant ne pourra être établi sous le nom de Robert sans un test ADN préalable. C'est déjà notifié dans l'assignation. » Lara sembla vouloir parler. Sa gorge se contracta. Mais aucune défense ne pouvait tenir. Pas cette fois. Son visage s'était affaissé, et quelque chose dans ses yeux, ce mélange d'orgueil, de contrôle, de manipulation douce s'était effondré pour de bon. Je la regardais. Je l'observais dans ce rectangle muet, comme une étrangère dans ma propre vie. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de colère. Pas de tristesse. Pas même de pitié. Juste un vide clair, enfin dégagé de toutes les illusions. Dana conclut d'un ton neutre, presque administratif, « Nous vous contacterons avec les prochaines étapes. Merci pour votre temps. » Puis elle mit fin à l'appel. L'écran se divisa en deux, un rectangle vide, un autre plein d'ordre et de contrôle. Je restais assis là, dans le camping-car de Tony, entouré de silence et de rideaux tirés. J'avais tout perdu. Mais j'avais repris la main. Et la fin, cette fois, m'appartenait. Vous voulez de l'équitable ? Je l'avais dit sans hausser le ton. Pas de colère, pas de sarcasme. Juste la netteté douloureuse des faits. Parlons d'équitable. Je la regardais, enfin, les yeux dans les yeux. Elle avait baissé la tête en entendant ma voix, comme si elle savait que ce moment allait venir, et que rien, ni le silence, ni le maquillage léger, ni l'avocat bien vêtu ne pourraient l'en protéger. Vous avez pris rendez-vous avec des inconnus dans notre lit. Vous avez chronométré une tentative de grossesse en fonction de mon emploi du temps. Je vis son menton trembler. Son avocat voulut intervenir, mais Dana leva légèrement la main. Elle ne disait rien, mais son regard suffisait à maintenir le contrôle de la pièce. Elle était dans son royaume, et elle n'allait pas céder un pouce. Tu as pris mon amour, ma confiance, mes projets d'avenir, repris-je, et tu les as utilisés comme couverture pour un plan que tu n'as même pas eu le courage de nommer. Tu ne voulais pas de justice. Tu voulais disparaître sous un masque jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire marche arrière. Lara ouvrit la bouche, puis la referma. Son avocat posa sa main sur la table, mais elle ne le regarda même pas. Elle fixait un point abstrait entre nous, comme si l'émotion l'empêchait de faire le moindre mouvement. Ce que tu veux, maintenant, ai-je dit calmement, ce que tu appelles quelque chose d'équitable, c'est une sortie avec le moins de dégâts possible. Mais tu as fait tes choix. Tu as allumé l'incendie. Maintenant, tu n'auras pas le luxe de fuir la fumée. Dana sortit calmement un stylo de son étui et le fit glisser de mon côté de la table. La clause de paternité est non négociable, dit-elle à voix basse, ainsi que la séparation complète des biens et des comptes. Nous avons les éléments pour aller jusqu'au bout. Mais Rob a accepté cette résolution à l'amiable pour que tout cela reste privé. Elle regarda l'avocat de Lara droit dans les yeux. C'est notre version de l'équité. Un long silence suivit. Puis Lara, toujours sans me regarder, tendit la main. Elle prit le stylo. Elle le tint un moment, entre ses doigts fins, tremblants. Et elle signa. Un trait simple, net. Un adieu sans mots. Elle posa le stylo, croisa ses bras contre elle-même, et baissa à nouveau la tête. C'était fini. Pas avec fracas. Pas avec cri.
mais avec cette petite détonation muette que seuls ceux qui ont aimé pour de vrai peuvent entendre, celle du cœur qui accepte qu'il ne battra plus jamais pour la même personne. 2 semaines plus tôt, j'étais un mari inquiet en forêt. Aujourd'hui, j'étais un homme debout, en ruine peut-être, mais libre. Tu as enlevé ta bague. Tu as retiré toutes mes photos. Comme si je n'avais jamais existé. Je la fixais, et cette fois, elle ne détourna pas le regard. Alors dis-moi, Lara, à quoi tu penses que l'équité ressemble exactement en ce moment? Elle baissa les yeux, muette. Son avocate tenta un mouvement. Il y a ici une complexité émotionnelle, dit-elle, presque avec douceur. Oui, des erreurs ont été commises. Mais on ne peut pas ignorer le déséquilibre financier. Lara a quitté son emploi. Elle a construit un foyer avec Rob. Dana répondit avant même que je n'ouvre la bouche. Elle a utilisé ce foyer comme une porte tournante. Sa voix était calme, mais sans appel. Chaque fois que Rob quittait la ville, quelqu'un d'autre entrait. Je sortis le dossier préparé. Lentement. Je le posai sur la table et le fis glisser vers eux. Des images fixes. Visage flouté. Date nette. Une photo de Lara, assise sur le canapé, un homme en uniforme militaire à ses côtés. Une autre, elle, souriante, versant du vin à un homme dont le visage était tourné vers elle avec une familiarité qu'on ne fabrique pas. Une troisième, la plus douloureuse à regarder, elle, seule, dans notre lit. Téléphone en main, un sourire intime, réservé à un autre que moi. Son avocat ouvrit le dossier. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Les yeux de Lara se remplirent de larmes. Elle murmura, « Arrête. » Je secouai doucement la tête. Non. Pas cette fois. Elle essaya de parler, peut-être pour s'expliquer, pour mentir une dernière fois, mais Dana se pencha, son ton aussi calme qu'une lame posée sur une table. Tu vas signer l'accord aujourd'hui. Tu renonceras à la pension alimentaire. Tu accepteras la clause de test de paternité. Ou nous déposerons tout publiquement, et laisserons le tribunal regarder ces images, lire les dossiers, juger des faits. Tu veux ça? Lara resta immobile. Elle ne protesta pas. Elle hocha simplement la tête. Nous avons signé les papiers dans un silence que seuls les grands naufrages peuvent créer. Une fois terminé, son avocat se leva. Mais elle resta là. Assise. Figée. Le regard perdu dans le grain du bois poli. Puis enfin, elle leva les yeux vers moi. Et d'une voix rauque, trop petite pour ce qu'elle essayait de dire, elle murmura, « Rob, je pensais vraiment que tout s'arrangerait. Je croyais que ça finirait bien. Je sais pas pourquoi. » Je ne lui ai pas répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire. Mais parce que chaque mot qui me montait aux lèvres était une brûlure, et que je ne voulais pas prononcer une phrase que je regretterais à vie. Dana se leva. Allons-y. En sortant, je me suis retourné une dernière fois. Lara était toujours assise, seule, les mains jointes devant elle, le regard perdu dans cette salle où la vie qu'elle avait construite sur des mensonges venait d'être pliée, signée et classée. Dehors, Tony attendait dans son camion. Dana monta avec moi. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Je baissai les yeux vers le dossier que je tenais sur mes genoux. « Le certificat de décès légal d'un mariage ?» répondis-je. Puis j'ai soufflé, avec une honnêteté qui me surprit moi-même, « Je ne vais pas bien. Mais je suis libre. Et pour la première fois depuis des mois, j'y suis. » Le divorce fut prononcé un mardi matin, pluvieux, début mars. Pas de confrontation, pas de drame. Juste la voix monocorde d'un greffier sur Zoom, confirmant les signatures, clôturant ce qui avait été ma vie. J'ai quitté le camping-car pour un petit appartement à 15 minutes de mon travail. Une chambre. Pas de jardin. Mur beige. Mais c'était à moi. Pas d'ombre dans les coins. Pas de parfum de Lara sur les serviettes. Aucun souvenir à brûler. Elle est repartie dans l'Ohio une semaine plus tard, sa ville natale. Certains disaient qu'elle n'était finalement pas enceinte. Peut-être avait-elle essayé. Peut-être avait-elle échoué. Moi, j'avais survécu. Peut-être avait-elle suivi son ovulation comme une mission. Peut-être qu'elle avait tout calculé, les dates, les silences, les absences comme un plan qu'elle croyait infaillible. Mais au final, rien n'a pris. Et moi? Je n'ai pas ressenti de soulagement. Pas de triomphe.
pas même ce qu'on appelle parfois la justice. Seulement un écho sur là où vivait autrefois l'espoir. Un vide propre, presque trop propre. Un espace que même la colère ne voulait plus habiter. Dana, mon avocate, a continué à prendre de mes nouvelles plus souvent que ce que son rôle exigeait. Un jour, on s'est retrouvés dans un petit café au coin d'une rue paisible. Elle est arrivée en jean et basket, les cheveux attachés en queue de cheval. Pas la Dana aux tailleurs noirs et aux regards acérés. Pas la guerrière de la salle de conférence. Juste Dana. Tu tiens le coup mieux que la plupart, dit-elle en sirotant son cappuccino. Tu viens juste de me surprendre dans un bon jour, ai-je répondu. Elle sourit, puis redevint pensive. Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si tu n'étais pas parti en voyage aussi souvent? Je ne répondis pas, tu serais encore dans cette maison, ajouta-t-elle doucement. Toujours persuadée qu'elle était juste fatiguée. Ou débordée. Que le mariage était tranquille. Parce que c'est ce qu'on croit que l'amour à long terme devient. J'ai regardé par la fenêtre. Les gens passaient, emmitouflés dans leurs manteaux, pressés vers leur travail, vers leur vie. Des vies que je n'arrivais pas encore à m'imaginer. Elle ne m'a pas juste trompé, dis-je. Elle a essayé de se refaire une vie dans mon dos. Une vie où j'étais toujours là, mais seulement comme un nom sur un acte de naissance. Dana se pencha un peu vers moi, son regard clair. Et tu l'as repéré tôt, Rob. C'est important. Oui. Ça l'était. Et non, ça ne l'était pas. Pas complètement. Pas encore. J'ai commencé une thérapie peu après. 1 fois par semaine. Je n'ai pas dit que je voulais comprendre. Ni guérir. J'ai dit à ma thérapeute que je ne voulais juste pas porter ça seule. Elle avait hoché la tête, comme si c'était évident. Comme si ne pas porter seul était déjà un acte de survie. Tony venait tous les dimanches. Toujours. Il s'installait sur ma petite terrasse, posait son thermos de café, et allumait le match. On regardait le foot en silence, côte à côte. Il ne m'a jamais demandé comment j'allais. Il me tendait la télécommande comme on passe un relais. C'était notre langue maintenant. Puis, un matin, je me suis levé tôt. Et j'ai couru. Je ne l'avais pas fait depuis l'université. J'ai juste enfilé mes baskets, pris une grande inspiration, et couru dans les rues calmes. Des maisons encore endormies, des porches silencieux, des boîtes aux lettres givrées. Mon souffle formait des nuages dans l'air froid. Mes jambes brûlaient. Mon cœur battait fort. Mais cette fois, ce n'était pas par colère. Ni par peur. C'était parce que j'étais en vie. Et quand j'ai atteint l'orée du parc, le soleil se levait. Lentement. Orange pâle, comme une promesse qu'on n'a pas encore besoin de comprendre. Il perçait à travers les branches nues, illuminait les bancs encore givrés. Je me suis arrêté. Et j'ai regardé. C'était tout. Pas de fin cinématographique. Pas de musique de film. Pas de discours intérieurs grandiloquents. Juste moi. Essoufflé. Seul. Mais pas brisé. Pas cette fois. Je regardais le soleil faire ce qu'il a toujours fait. Il se levait. Et moi aussi. Finalement.